On a tous un peu ce sentiment, non? Cette impression que nos sociétés partent dans tous les sens en même temps, qu'elles se fragmentent, mais sans qu'il y ait de cap clair. C'est un sentiment de chaos, en fait. Eh bien, une théorie assez audacieuse met un nom et une explication sur ce phénomène. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà notre programme. On va d'abord définir ce que c'est qu'une société à plusieurs têtes, ensuite on explorera les deux grands futurs qu'elle pourrait dessiner, puis on verra un truc assez contre-intuitif, comment la guerre peut devenir un outil pour unifier, et enfin on ira à la racine du problème, une crise de sens très profonde. Allez, première partie, le diagnostic. Parce qu'avant de chercher des remèdes, il faut bien comprendre la maladie. On va plonger au cœur du problème, tel que cette théorie le décrit. C'est la grande question, je pense. Ce sentiment étrange d'être à la fois divisé, tiré de tous les côtés, et en même temps paralysé, comme si rien n'avançait vraiment. C'est le point de départ de toute l'analyse, l'énigme que le concept de polycéphalie cherche à éclaircir. Ok, alors, entrons dans le vif du sujet. Le concept central, c'est cette fameuse polycéphalie. Il faut imaginer une société où les grands récits qui nous unissaient avant, que ce soit la foi dans le progrès, la religion ou même la nation, ont perdu leur force. Il ne reste plus qu'un brouhaha constant, un chaos de signification, où tout et son contraire coexistent. C'est ce que la source appelle une entropie informationnelle maximale, un point de saturation. Et concrètement, ça donne quoi? Quels sont les symptômes? Eh bien, l'analyse en pointe plusieurs. D'un côté, on aurait des élites qui se rejoignent autour d'un discours très homogène, globalisé. De l'autre, la réalité elle-même semble se dissoudre dans la com, dans le storytelling. Et au niveau de la population, c'est l'inverse. Une fragmentation en plein de petites identités qui n'arrivent plus à s'allier. Le résultat de tout ça, une déconnexion qui paraît totale entre les dirigeants et le monde réel. Ce tableau, il est super intéressant parce qu'il nous montre comment la crise se déroule, étape par étape. Tout part de cette saturation, de cette confusion généralisée. Pour y répondre, le système injecte une polarisation artificielle, souvent via la propagande et la moralisation. Mais en réaction à ça, une partie de la population essaie de se reconnecter au concret, au local. Et c'est de cet affrontement que peut, ou pas, naître une nouvelle cohérence. C'est une vraie cartographie du processus. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, passons à la suite. À partir de ce chaos, l'analyse nous dit que deux grandes voies se dessinent. On serait à un vrai point de bascule pour notre civilisation. Voilà les deux scénarios. Le premier, c'est l'attracteur populaire. C'est une sorte de révolution par le bas, qui vient du terrain. Les gens cherchent à reprendre le contrôle sur leur vie, leur environnement. Et l'autre scénario, c'est l'attracteur du pouvoir. Là, c'est l'inverse, c'est une unification forcée, par le haut. Le pouvoir a besoin de se trouver un ennemi extérieur pour ressouder les gens à l'intérieur, autour d'un récit simple. On a vraiment deux logiques qui s'opposent. Troisième partie. On va maintenant regarder de plus près comment fonctionne cet attracteur du pouvoir. Et pour ça, les sources utilisent un cas d'étude assez percutant. Le conflit russo-ukrainien. Cette citation, elle est vraiment au cœur de l'argument. L'idée est forte. La guerre ne serait plus un accident de l'histoire, un échec, mais un outil. Un outil pour réguler le système, pour gérer le chaos social à l'intérieur. En gros, elle servirait à détruire le trop-plein d'informations contradictoires pour réimposer une histoire simple, un ennemi clair, et donc de l'unité. Et ce tableau décompose très bien la situation. Il y a la guerre qu'on voit, la guerre militaire avec ses tanks, ses territoires. Mais en dessous, il y aurait une autre guerre que la source appelle noétique. C'est une guerre des esprits, une guerre des récits, pour savoir quelle vision du monde va s'imposer. Et dans cette logique, le conflit sur le terrain n'est que le catalyseur de cette bataille symbolique, qui, elle, est globale. Allez, dernière partie, on va maintenant prendre encore un peu plus de hauteur pour toucher à la cause des causes de tout ce qu'on vient de voir, une crise du sens, une sorte de pathologie au cœur même de la civilisation occidentale. Voilà, on y est. Le point central de l'analyse, c'est que cette obsession de se créer des ennemis n'est pas du tout un signe de force. C'est un symptôme de faiblesse. Le symptôme d'une civilisation qui ne sait plus très bien qui elle est, ce qu'elle veut construire. Alors pour exister, elle se définit contre quelque chose. C'est comme si le conflit extérieur servait à masquer un grand vide intérieur. L'analyse décrit même le mode d'emploi de ces stratégies, la diabolisation. Regardez les étapes, c'est assez clair. 1. On focalise toute l'émotion sur une personne ou un petit groupe. 2. On transforme un problème complexe en un conte de fées. Les gentils contre les méchants. Ça a pour effet, étape 3, de bloquer toute pensée critique. Et le but final, étape 4, c'est de souder le groupe dans une haine commune de cet ennemi désigné. Et là, il y a une distinction qui est absolument cruciale. Il ne faut pas confondre la morale et la moralisation. La vraie morale, c'est une recherche. C'est accepter que les choses sont compliquées. La moralisation, c'est tout l'inverse. C'est utiliser les mots de la morale comme une arme pour disqualifier l'autre, pour le transformer non pas en adversaire, mais en incarnation du mal. C'est un outil de pouvoir, pas de sagesse. Cette citation résume tout ça de manière très percutante.
La logique normale, c'est qu'on a des valeurs, une morale intérieure, et donc on essaye d'agir bien. Ici, le mécanisme est complètement inversé. On se convainc qu'on est bon ou pur, non pas par nos actions, mais simplement parce qu'on s'oppose à un mal qu'on a nous-mêmes désigné à l'extérieur. Notre identité morale devient dépendante de cet ennemi. Et tout ça nous amène à la question finale, la question fondamentale que pose cette analyse. Est-ce qu'une société peut encore trouver en elle-même les ressources pour créer un projet commun, pour s'unir pour quelque chose? Ou bien est-elle condamnée à ne pouvoir s'unir que contre des ennemis encore et toujours? La question évidemment est laissée ouverte.